Bonjour tout le monde, je me présente Félix-Antoine Lapointe, entraîneur-chef à la Fédération québécoise d'athlétisme. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, puis on vous remercie d'être présent en aussi grand nombre. C'est la deuxième semaine où on organise une conférence destinée aux athlètes. Donc, je vous rappelle quelques petites règles de fonctionnement pour être certain que ça se déroule bien. Donc, dans un premier temps, on demande à tous les participants qui sont à l'écoute de fermer leur micro, fermer leur caméra, puis seulement les intervenants qui vont présenter auront les micros et les caméras ouvertes. On vous rappelle aussi que la conférence va se dérouler en 3 temps. Donc, on va commencer avec une présentation théorique de Jonathan Lanier, notre conférencier aujourd'hui, qui est consultant en préparation mentale. Par la suite, j'animerai un échange de questions-réponses que j'ai préparé de mon côté avec Jonathan. Puis on va terminer avec les questions des gens qui sont en ligne. Donc, pour que vous soyez en mesure de poser des questions, vous pouvez les écrire sur le chat qui est disponible sur le côté de votre écran normalement sur Zoom. Vous pouvez les poser à n'importe quel moment de la conférence, puis on va les traiter à la fin. Je pourrai poser ces questions du public à Jonathan. Donc, je passe la parole à Jonathan, puis je souhaite une bonne conférence à tout le monde. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. Je sens qu'on va avoir une très belle discussion. Puis, je voulais aussi remercier Félix puis la Fédé de m'avoir invité à venir discuter avec vous de motivation parce que c'est un enjeu qui est très important là, en ce moment en lien avec la pandémie qu'on vit. Puis, si vous vous demandez, c'est normal, si vous manquez de motivation en ce moment, oui, c'est normal. Puis aujourd'hui, ben, ensemble, on va aborder différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour l'alimenter. Donc, un peu un petit plan de ma portion où est-ce que moi, je vais plus parler au début. Comme je le disais, on va voir les stratégies pour alimenter sa motivation. Puis, comme Félix l'a si bien dit, après ça, il va y avoir un Q&A avec moi et Félix, puis un Q&A avec vous à la fin. Je vous invite à être curieux aujourd'hui, à poser vos questions. Ensemble, on va explorer le tout puis voir où est-ce que ça peut nous amener. Donc, pour débuter, j'ai mis l'image d'un feu de camp. Puis j'espère ici que tout le monde a eu la chance dans sa vie une fois peut-être d'aller en camping et faire un feu de camp. Pourquoi j'ai mis cette image? C'est parce que la motivation, c'est quelque chose qui est vivant. Donc, c'est quelque chose qui fluctue dans le temps. Puis, un peu à l'image d'un feu de camp, ben là, souvent, quand on veut faire un feu de camp, on va mettre des grosses bûches, on va partir le feu, puis le feu va être Bon puissant. training. Stop. Oh, on ferme nos micros, s'il vous plaît, tout le monde. Donc, le feu va être puissant quand on va le partir. Puis, au fil du temps, le feu va perdre en intensité au fur et à mesure que les bûches se font consumer par le feu. Et là, bien, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va apposer une autre grosse bûche dans le feu pour repartir le feu, entre guillemets. Euh, puis là, un peu les annonces sur lesquelles on va discuter et on va réfléchir ensemble aujourd'hui, puis ça va faire un lien un peu avec la troisième stratégie que je vais vous présenter, c'est pourquoi d'un, est-ce qu'on attend les grosses bûches? Puis ça, c'est les grosses bûches, ça peut être les grosses victoires qu'on vit, les grosses réussites, les gros accomplissements. Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas célébrer les petites victoires qu'on a? Comme par exemple, si on est quelqu'un qui habituellement se couche très tard et dort très peu, puis qu'en période de pandémie, ben, on commence à augmenter notre nombre d'heures de sommeil, ce qui aura un effet bénéfique sur notre récupération, la gestion des blessures, etc. Bien, ça, c'est une petite victoire. Donc, l'analogie que je veux que vous reteniez ici, c'est que votre motivation, elle est vivante et nous, en tant qu'humains, on peut délibérément l'alimenter à travers différentes stratégies. Et c'est normal si en ce moment, on manque de motivation parce que c'est quelque chose qu'on doit alimenter pour qu'elle soit présente. Donc ici, j'ai mis l'image d'une cible. Puis vous, ici, aujourd'hui, vous êtes des athlètes en sprint, des athlètes en course d'endurance, en saut, en lancer, épreuves combinées. On a aussi des entraîneurs qui sont avec nous aujourd'hui. Donc ça, c'est le quoi. C'est qu'est-ce que vous faites dans le sport. Bien évidemment, vous êtes plus que votre sport. Là. Vous êtes des étudiants, des personnes qui travaillent, etc. Mais si on se concentre aujourd'hui pour la portion sportive, votre quoi, c'est votre discipline, si on veut. Et puis après, le comment, c'est comment vous faites cette chose-ci. Par exemple, peut-être que vous faites de la préparation physique pour vous aider dans vos épreuves. Peut-être que vous faites de la préparation mentale. Il y a un volet nutritionnel aussi qui est présent potentiellement. Il y a la récupération. Bien évidemment, en ce moment, on ne peut pas faire d'entraînement sur piste, mais habituellement, vous pourriez faire des entraînements sur piste. Peut-être même qu'il y a des entraînements qui sont faits sous d'autres formes. Donc, c'est le comment, c'est comment vous faites votre quoi, qui est ce que vous faites.
Donc là, peut-être, ça paraît un peu mélangeant. Le quoi, c'est par exemple, vous êtes un demi-fondeur. Le comment, c'est qu'est-ce que vous faites pour être un demi-fondeur. Puis, qu'est-ce qui est important à savoir avec tout ça, c'est que ce qui influence votre comment et votre quoi, c'est le pourquoi. Donc, tout part du pourquoi. Tout part au centre de cette cible. Et puis après ça, on évolue vers l'extrémité de ce cercle. Donc, quand on connaît notre pourquoi, ceci va venir influencer le comment on fait les choses. Et une fois que notre comment est influencé positivement parce qu'on sait notre pourquoi, ça va venir influencer positivement ce que nous sommes, ce que nous faisons, pardon. Donc, la première stratégie que je veux présenter ou que je veux aborder avec vous, c'est l'importance de reconnecter avec son pourquoi en période de pandémie. Parce que oui, comme tout le monde le sait ici, les compétitions en ce moment, il n'y en a pas et il n'y en aura pas avant plusieurs mois. Donc là, peut-être que pour certains, c'est comme, oh, qu'est-ce que je fais? Avant, j'avais des objectifs qui étaient excessivement concrets, tangibles devant moi. Et là, en ce moment, je n'ai pas vraiment de destination face à moi. Donc, reconnecter avec votre pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est de se poser la question, pourquoi est-ce que moi je fais de l'athlétisme? Pourquoi est-ce que moi je fais du demi-fond? Pourquoi est-ce que moi je fais du sprint? Qu'est-ce que je retire de ceci? Quand je fais du lancer, en fait, pourquoi est-ce que j'ai commencé à lancer le javelot quand j'étais plus jeune? Donc, de vraiment faire un travail, si on veut, d'introspection où est-ce qu'on se pose ces questions-là. Puis, une fois qu'on est capable d'aller identifier certaines raisons pour lesquelles on fait de l'athlétisme, puis même pour les entraîneurs qui nous écoutent en passant, c'est bon pour vous aussi. Donc, de se demander pourquoi est-ce que je suis entraîneur? Qu'est-ce que j'apprécie à travers mon rôle d'entraîneur, etc. Une fois qu'on a trouvé certains éléments de réponse, bien là, on peut commencer à jouer au rôle un peu d'un enfant de 3 ans. Donc, souvent, les enfants, quand ils sont très jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va leur dire quelque chose ou ils vont voir quelque chose et ils vont dire pourquoi? 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 Puis peu importe ce qu'on va leur dire, ils vont toujours demander pourquoi. Ils sont très curieux. Donc, vous, je vous invite à être curieux par rapport aux raisons que vous allez apposer. Donc, si vous êtes en mesure de, par exemple, cibler, on va dire 10 raisons pour lesquelles vous faites de l'athlétisme ou pourquoi vous vous engagez dans cette aventure. Bien, après ça, par la suite, de revisiter chacun des éléments de réponse puis de vous demander pourquoi est-ce que ça, c'est important pour moi. Donc, par exemple, si une des raisons pourquoi moi je fais de l'athlétisme, c'est parce que j'aime être avec mes amis. Pourquoi c'est important pour vous d'être avec vos amis? Parce que ça me permet d'échanger avec eux, d'avoir des nouvelles idées, etc., de connecter avec d'autres personnes. Parfait. Pourquoi est-ce que connecter avec d'autres personnes, c'est important pour toi? Donc, vous voyez un peu le genre. Donc, c'est vraiment de se demander pourquoi, 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 aller éplucher son oignon d'une certaine façon pour être capable d'atteindre les raisons fondamentales. Pourquoi vous faites de l'athlétisme? Puis, un peu pour vous démontrer le tout, la puissance de qu'est-ce que ça peut faire de savoir son pourquoi et de reconnecter avec celui-ci, je vais vous montrer une courte vidéo. Puis, j'espère que le son va bien fonctionner. J'ai fait des tests bientôt, mais on va le voir ensemble. So you're a musical director. Yes, sir. All right. So let me get a couple bars of like Amazing Grace. Can you do the first? Puis peut-être juste pour mettre en contexte tout le monde là, sur la vidéo, ça c'est un humoriste qui est sur la scène. Puis l'humoriste, qu'est-ce qu'il fait pendant ses spectacles, c'est qu'il va interpeller certaines personnes dans la foule pour en apprendre davantage sur eux. Puis dans ce spectacle-ci en particulier, la personne qui est interpellée, c'est un professeur de musique, un professeur de chant. Puis, il va lui demander juste de chanter des chansons, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver. Go ahead. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Wow. That bro could sing. You know what I'm saying? Now, once you give me the version, is if your uncle just got out of jail, you got shot in the back when you was a kid. I'm just saying, let me see the hood version real quick. If you know what version I'm talking about, just see if that exists. Let me see what you got. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch
sleep. Donc, j'espère que ça vous a fait réagir, cette vidéo. Qu'est-ce qui est arrivé en gros? Au début, l'humoriste lui a demandé est-ce que tu pourrais me montrer, comme juste me chanter une chanson pour qu'on voit qu'est-ce que tu sais faire. Puis là, la personne, le monsieur, savait quel était son quoi. Lui, c'est une personne qui peut chanter, donc il a juste fait son quoi, qui est de chanter. Puis après ça, l'humoriste lui a donné une raison, donc lui a permis de reconnecter avec son pourquoi. Bon. Puis qu'est-ce qui est arrivé dès que la personne a reconnecté avec un pourquoi? Donc pourquoi cette demande vient vers moi, puis qu'est-ce que je vais faire avec celle-ci? On a vu que là, l'homme a eu beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de nuances dans son ton de voix. Donc, j'espère que ça vous a fait réagir. Puis, ça, c'est un exemple typique où est-ce qu'on voit que lorsqu'on est capable de reconnecter avec un pourquoi on fait quelque chose, ça va nous donner, notre effort, va être décuplé, notre attention va être décuplée également, puis on va plus être authentique dans la tâche que nous faisons. Donc, ça, c'est un peu la première stratégie que je voulais vous présenter. Donc, l'affaire à retenir, c'est que lorsqu'on sait son pourquoi, votre quoi est beaucoup plus fort. Donc, si en ce moment, il y en a qui sont, je vais utiliser le mot perdu entre guillemets, là, dans le sens que vous n'avez pas nécessairement une destination concrète vers laquelle vous avancez, pensez à quel est votre pourquoi. Demandez-vous pourquoi vous engagez dans l'athlétisme, puis quelles sont les raisons qui vous poussent à faire ce sport-là, puis ça pourrait être une belle stratégie pour vous. Pour la seconde stratégie, donc on va parler ici un peu de valeurs. Et la seconde stratégie, ça va être d'agir selon nos valeurs. Pardon. Donc, pourquoi on parle d'agir selon nos valeurs? Qu'est-ce que c'est une valeur tout d'abord? Une valeur, c'est quelque chose qui est important pour nous. Ça nous définit comme personne, c'est la façon dont on veut se comporter dans la société. Puis, les valeurs vont venir guider nos actions, nos comportements, les décisions qu'on prend, les interactions qu'on a avec les autres, les attitudes qu'on a par rapport à certaines choses. Donc, j'ai mis ici l'image d'une boussole. Parce que les valeurs, c'est ce qui nous guide dans la vie. Puis, lorsqu'on perd un peu le contact avec nos valeurs, c'est là peut-être qu'on vient un peu perdre la motivation. Donc, une des stratégies qu'on peut utiliser, c'est de reconnecter ou même d'agir selon nos valeurs. Puis, quelle est la différence entre un but et une valeur? Parce que des fois, quand on va demander à des gens comme « parle-moi d'une valeur que tu aimerais marcher vers ou naviguer vers », puis des fois, les gens vont donner des buts. Donc, ici, je voulais vous présenter un peu la différence entre les deux. Puis la grosse différence à savoir, c'est qu'une valeur, c'est un peu comme si on disait aujourd'hui, OK, tout le monde, on va commencer à voyager vers l'Est. Donc, on va marcher vers l'Est. Puis ça va être une quête un peu qui va être sans fin, un voyage éternel. Parce que, comme vous savez, la Terre est ronde, donc on peut juste continuer à aller vers l'Est à l'infini. Les objectifs, ça va être, par exemple, les destinations, les attraits touristiques qu'on aimerait voir à travers ce voyage. Donc, la valeur, c'est le voyage, qui est un voyage éternel vers lequel on continue continuellement d'avancer au cours de notre vie. Et les objectifs, c'est des destinations qui parsèment notre voyage d'une certaine façon. Donc, vous, si vous êtes capable de vous demander, par exemple, puis là, on ne fera pas l'exercice en tant que tel en ce moment, mais si vous voulez le prendre en note sur papier, c'est quoi les 3 valeurs qui vous définissent en athlétisme? 3 valeurs qui vous caractérisent en tant qu'athlète, puis également en tant que personne, bien évidemment. Donc, de juste réfléchir à ces 3 valeurs-là et de réfléchir à quels sont les comportements, attitudes, décisions, choix qui viennent supporter ces valeurs. Ça pourrait avoir un très bel impact sur votre motivation puisque ça vous permettrait de reconnecter avec celle-ci. Et comme je le disais, les valeurs, elles ne vont jamais disparaître. Un objectif, si moi, par exemple, mon but, c'est de lancer, on va dire, plus de 50 mètres au javelot, bien, une fois que c'est atteint, l'objectif disparaît. Une valeur, c'est quelque chose qui ne disparaît jamais. Une valeur, ça fait toujours partie de vous continuellement. Donc, si on peut se demander c'est quoi 3 valeurs qui nous caractérisent en athlétisme, puis être capable après ça de définir quels sont les comportements, attitudes, choix, actions, etc. qui viennent supporter ces valeurs, là, après ça, on est en meilleure position, si on veut, pour continuer à avancer vers celle-ci. Puis ça pourrait vous permettre de venir alimenter votre motivation. Puis, quand on agit en fonction de nos valeurs, dans la vie en général, ça vient augmenter notre engagement, l'effort qu'on donne, par exemple, aux entraînements, l'effort dans qu'est-ce qu'on fait, etc., la constance aussi de nos comportements. Donc, si, par exemple, vous êtes un coureur, puis en ce moment, c'est difficile d'aller faire vos jobs ou d'aller faire des trainings que vous avez effectués, d'être capable de rattacher ce que vous faites à vos valeurs peut vous permettre d'être plus constant
dans le fruit de vos efforts. Puis, sinon, le fait d'agir selon nos valeurs, ça a un très bel impact aussi sur votre persévérance. Puisque quand on est, si vous voulez, aligné avec nos valeurs, on agit de façon authentique, puis ça, c'est la plus belle source d'énergie qui existe. Donc ça, c'est pour ce qui a trait à la deuxième stratégie. Puis, comme je vous le disais, je vous en présente 3 seulement aujourd'hui. Puis après ça, dans les questions, on va pouvoir aborder d'autres stratégies, bien évidemment. Donc, pour la dernière stratégie, se fixer des objectifs de processus, les partager et célébrer nos petites réussites. Avant d'embarquer davantage dans le sujet, je voulais un peu qu'on fasse la distinction entre c'est quoi un objectif de résultat, qu'est-ce qu'un objectif de performance et qu'est-ce qu'un objectif de processus. Parce que c'est une distinction qui est importante à faire pour mieux comprendre la stratégie. Donc, objectif de résultat, c'est lié, par exemple, à des podiums, des médailles, des sélections sur des équipes québécoises, nationales, internationales, juste nationales, désolé. Donc, c'est vraiment le résultat d'une performance et ça dépend des autres. Dans le sens où est-ce que même si, on va dire, vous faites un PB à une épreuve, ça ne veut pas dire que vous allez terminer premier ou première à cette épreuve. Donc, c'est quelque chose, des objectifs de résultat, qui sont moins dans notre contrôle. Parce que de un, l'affaire la plus importante, c'est que ça dépend des autres. Même si nous, on offre la plus belle performance de notre vie, ça ne veut pas dire que notre objectif de résultat va se concrétiser. Ça, c'est, comme vous voyez, c'est le but qui est au sommet de la pyramide. Après ça, juste en dessous, on a des objectifs de performance. Puis ça, qu'est-ce que c'est? C'est lié à l'exécution, soit technique, tactique, physique, mentale, etc., lors de votre performance. Un exemple d'objectif de performance, ça peut être de faire un PB à une épreuve. Parce que si vous faites un PB à une épreuve, ça peut vous aider à potentiellement atteindre votre objectif de résultat qui est, par exemple, de finir sur le podium. Donc, c'est vraiment lié à l'exécution de quelque chose. Ça peut être que quand je vais faire mon saut à la perche, j'aimerais utiliser une technique spécifique que mon coach m'a enseignée à l'entraînement. Puis, ça, c'est quelque chose qui est lié à l'exécution qui pourrait avoir un effet sur votre objectif de résultat par la suite. Donc, la chose à retenir ici pour objectif de performance, c'est que c'est lié à l'exécution de quelque chose. Puis, ça peut être un PB, par exemple. Puis ici, on a déjà un peu plus de contrôle sur ce type d'objectif parce que peu importe ce que les autres font dans une épreuve, c'est nous qui fait cet objectif de performance-là. Donc, si on fait un PB, on a réussi notre PB, puis les autres, ils ne peuvent rien nous enlever à ce PB qu'on a fait. Puis finalement, on a les objectifs de processus. Puis ça, je vous dirais là, que c'est les blocs fondamentaux de la performance. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il est au bas de la pyramide. C'est souvent, je le compare un peu à des blocs Lego, dans le sens que ça, c'est les petites briques Lego que vous placez à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois au fil d'une année pour bâtir une performance. Puis les objectifs de processus, c'est lié à l'amélioration technique, tactique, physique, mentale, etc. Donc, la plus grosse différence entre objectif de performance et objectif de processus, c'est que objectif de performance, c'est lié à l'exécution de quelque chose en performance. Puis, l'objectif de processus, c'est lié à l'amélioration de quelque chose. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, en période de pandémie, sachant que les compétitions sont très éloignées, qu'il n'y en aura pas prochainement, vous avez comme une fenêtre d'opportunité en or à saisir où est-ce que vous pouvez apposer vos briques Lego avec qualité, avec soin, avec attention. Puis, des exemples de briques Lego, il y en a à l'infini, bien évidemment, mais je vous invite à penser juste, c'est-tu déjà arrivé des fois que votre entraîneur vous disait, par exemple, Félix, quand on aura du temps, là, ça serait bon qu'on travaille là-dessus. Je suis persuadé que vous êtes capable de voir ce moment-là dans votre tête, puis ça peut être quelque chose au niveau technique qui jouerait un rôle majeur sur votre performance, quelque chose au niveau tactique, au niveau mental, etc. Donc, vraiment d'aller cibler, c'est quoi peut-être les faiblesses ou même les défis que vous vivez, vous, en tant qu'athlète, et voir en ce moment, avec la situation que j'ai, comment est-ce que je peux faire pour devenir meilleur à ce niveau-là? Parce que la performance, ce n'est pas quelque chose qui est juste physique. C'est une roue d'une certaine façon où est-ce qu'on a différentes composantes. Puis comme je le mentionnais tantôt, il y a la composante technique, tactique, mentale, physique. Il y a l'aspect récupération également, nutritionnel, etc. Donc, vous avez un très grand terrain de jeu devant vous sur lequel vous pouvez jouer. Puis, bien évidemment, objectif de processus, c'est là où on a le plus de contrôle. Parce qu'encore une fois, objectif de processus, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire ici, maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez faire tantôt après la conférence? Qu'est-ce que vous pouvez faire demain matin si vous avez un entraînement? Donc, c'est quelque chose qui est lié, qui est très proche de vous dans le temps, qui est lié au moment présent. Puis, si vous faites ces choses-là avec soin,
quotidiennement avec constance, c'est quelque chose qui va payer au bout du compte. Donc, ça, c'est un objectif de processus. Puis en ce moment, comme je vous le disais, vous avez une très belle fenêtre pour développer différents objectifs de processus et agir sur ceux-ci. Puis l'affaire qui est importante à mentionner aussi avant que j'oublie, c'est que la motivation est fortement alimentée par la réalisation d'objectifs. Puis qu'est-ce qui est le fun avec les objectifs de processus? C'est qu'ils peuvent être petits. Donc, ça peut être des petites choses minimes. Comme je parlais tantôt avec le feu de camp, on va dire que vous avez augmenté votre nombre d'heures de sommeil. Bien, ça, c'est une victoire. Puis, plus on se célèbre, plus on est capable de voir « Hey, j'ai réussi ça, j'ai réussi ci, j'ai réussi ça, etc. » Bien, plus ça a un effet, puis plus ça amène du momentum un peu au niveau de notre motivation, puis ça nous donne beaucoup d'entrain par rapport à la suite des choses. Donc, c'est quelque chose qui est le fun parce que c'est petit, c'est quelque chose qui est plus proche de vous dans le temps, c'est quelque chose où vous avez beaucoup de contrôle. Donc, c'est vraiment vous qui est maître un peu de cette destinée. Donc, ça, c'est un objectif de processus. Quand on parle de partager, pourquoi on veut partager nos objectifs de processus? Bien, je vais vous donner un exemple très concret de ça. Si moi, par exemple, je parle avec Félix, je suis un coureur d'endurance, puis je dis à Félix, en fait, je ne parle pas encore à Félix, puis dans ma tête, je me dis, demain, je vais aller faire un jog easy de 1 heure. Ça, je me dis ça moi-même dans ma tête, puis je le dis à personne. Si je me lève demain matin, puis il fait froid, il fait pas beau, il pleut, il vente comme ça se peut pas, peut-être que je ne vais pas aller faire mon jog. Mais si la veille de ça, je partage le tout à Félix, je partage le tout à Martin, par exemple, puis peut-être même à une autre personne, bien là, socialement, je suis allé m'engager à travers différentes personnes qui me sont à cœur. Et là, ça va comme me pousser à agir davantage sur cette action. Donc, qu'est-ce que je vous invite à faire? C'est de, oui, déterminer des objectifs de processus qui sont liés pas juste à l'aspect physique, mais aussi aux autres composantes de la performance. Une fois que ça, c'est sur papier, d'aller en parler avec des gens qui vous sont à cœur, de juste le dire aux gens, « Hey, demain, je vais faire ça. Hey, la semaine prochaine, c'est ça mon but. » Pour que vous deveniez un peu responsable de ces objectifs-là. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les personnes à qui vous allez le dire, bien, ils vont vous demander des questions. Ils vont vous poser comment ça a été, est-ce que tu as réussi finalement? Donc là, c'est vraiment une façon de devenir responsable du tout. Pardon, je vais boire de l'eau un petit peu. Puis comme je le mentionnais, le fait de célébrer les réussites, ça, c'est quelque chose qui est clé. Pour faire un lien un peu avec l'analogie que j'ai donnée au début du feu de camp, la motivation, c'est vivant. Pourquoi est-ce qu'on attendrait juste les grosses bûches pour célébrer, pour alimenter notre feu? Puis quand je parle de grosses bûches, là, c'est les grosses victoires, les grosses réussites, etc. Pourquoi à la place, est-ce qu'on ne prendrait pas les petites brindilles qui traînent par terre, les petits morceaux d'écorce d'arbre qui traînent au sol, peut-être les feuilles de papier qui sont proches de nous, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans ce feu de la motivation. Donc, au lieu de simplement célébrer les grosses bûches, moi, je vous invite à aller célébrer toutes les petites brindilles. Donc, tous les petits objectifs que vous réalisez. Puis ça, c'est une belle façon de faire le tout. Ça peut être de garder un suivi sur votre ordinateur ou un journal pour que vous puissiez constater par vous-même à quel point vous accomplissez des choses en ce moment. Et ça peut avoir un effet puissant sur votre motivation parce que vous allez réaliser par vous-même que hey, c'est fou dans la dernière semaine tout ce que j'ai accompli. Tandis que si vous l'écrivez nulle part puis que vous accomplissez des choses, oui, le danger qui peut arriver, c'est qu'on peut oublier. Puis là, ça peut faire en sorte que notre feu de la motivation va diminuer. Donc, moi, je vous invite fortement à écrire le tout à un endroit, puis de ne pas hésiter à aller relire ces belles réussites que vous avez. Donc, ça, c'était pour fixer les objectifs de processus, les partager, puis célébrer les petites victoires. Ça, c'était la troisième stratégie. Donc, les choses que j'aimerais peut-être que vous vous souveniez de cette courte présentation, c'est que votre motivation, c'est littéralement comme un feu. C'est quelque chose qui est vivant et vous avez le pouvoir d'alimenter votre motivation de façon délibérée. Ça ne va pas se faire tout seul. C'est à vous de jouer un rôle actif dans cette aventure. La première stratégie qu'on a vue, c'était de reconnecter avec son pourquoi. Donc, on a vu que le quoi, c'est ce que nous faisons. Le comment, c'est comment on fait cette chose. Et on a vu que le pourquoi, c'est au milieu de tout ceci. Donc, c'est vraiment ça qui va driver comment on fait les choses et qui va avoir un impact sur ce que nous faisons. Puis, finalement, on a parlé d'agir selon nos valeurs. Pourquoi? Bien parce que les valeurs, c'est un voyage éternel, comme je le disais. C'est quelque chose qui guide nos comportements, actions, décisions, attitudes, etc. Lorsqu'on est capable de venir identifier quelles sont nos valeurs,
puis de mettre des mots sur les actions, attitudes, choix, etc., que j'ai mentionné tantôt, bien, c'est là qu'on est vraiment capable d'agir selon celle-ci. Et comme je le disais, c'est une source d'énergie infinie. Puis quand on agit de façon authentique, on est plus motivé par rapport à l'action ou à la situation qu'on est en train de naviguer. Puis finalement, la dernière stratégie qu'on a vue ensemble, c'est de se fixer des objectifs de processus, puis de les partager avec les autres. Puis finalement, bien, célébrer toutes les petites réussites parce que ce feu de camp-là, bien, il y a besoin de petites brindilles et d'écorces aussi, pas simplement de grosses bûches pour continuer à brûler fort. Donc, on va penser avec le Q&A avec M. Félix. Excellent. Merci, Jonathan. Merci aux gens qui sont à l'écoute. Puis, n'oubliez pas que pour la dernière portion, vous pouvez déjà poser des questions sur le chat. Donc, moi, j'ai ciblé quelques thèmes, quelques questions que j'aimerais aborder avec Jonathan. La première, c'est de parler de l'aspect social. On sait que consciemment ou inconsciemment, il y a plusieurs athlètes qu'une des raisons pourquoi ils font de l'athlétisme, pourquoi ils s'entraînent, c'est qu'ils ont du plaisir à passer du temps avec leurs amis, leurs partenaires d'entraînement. Ça devient une routine, puis le fait d'interagir avec les gens avec qui ils sont en contact, c'est quelque chose qu'ils apprécient. Comme ce n'est pas possible présentement, les gens sont un peu plus laissés à eux-mêmes pour s'entraîner. Il y en a que ça vient vraiment affecter leur motivation de ne pas pouvoir être en contact avec leurs amis, leurs partenaires d'entraînement. Comment est-ce qu'on peut faire un peu fi de ça, puis continuer de bien s'entraîner malgré ce défi? Mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment une très bonne question. Puis je suis persuadé que plusieurs d'entre vous vous identifiez potentiellement à ceci, là. Donc, l'affaire, je pense, qui est intéressante à savoir, c'est que vous avez le pouvoir d'être connecté avec les autres et de rester connecté avec les autres. Donc, oui, en ce moment, l'enjeu, c'est la distanciation physique, où est-ce qu'on doit rester éloigné des gens, mais ce n'est pas parce qu'on doit se distancer physiquement des gens qu'on doit se distancer socialement de ceux-ci. Puis, un des besoins fondamentaux chez l'être humain, c'est l'appartenance sociale. Donc, le fait d'être connecté avec d'autres humains. Puis, l'affaire qui est intéressante, c'est que 7% de notre communication, elle est verbale. Donc, ça, c'est les mots qu'on utilise. Puis, 18% de notre communication, elle est vocale. Et ça, c'est l'intonation de notre voix. Et finalement, 55% de notre communication, elle est visuelle. Puis ça, c'est l'expression, par exemple, de mon visage. Quand je parle, c'est mon langage corporel quand je communique avec quelqu'un. Puis oui, vous pouvez texter les autres, mais vous pouvez aussi les appeler, qui a déjà un meilleur effet parce qu'on parlait que les mots utilisés, c'est seulement 7% de la communication. Parce que quand on ajoute l'intonation de la voix, c'est encore plus fort. Puis en plus, si vous êtes capable d'ajouter, par exemple, les traits du visage, le langage corporel, etc., bien, c'est encore plus fort. Donc moi, qu'est-ce que je vous invite à faire de un, c'est de rester connecté de façon visuelle, donc avec des appels vidéo comme ça avec les gens qui vous sont chers. Ça peut être vos coachs, partenaires, votre famille, amis, etc. Puis quand on parle spécifiquement du groupe d'entraînement, appelez vos partenaires d'entraînement. Faites des appels Zoom comme ça avec eux pour aller satisfaire ce besoin-là. Puis sinon, une affaire qui est intéressante aussi, c'est que bien, les séances de muscu que vous faites, les séances de yoga, je ne sais pas, des séances de récupération active, des choses comme ça, bien, vous pouvez tous les faire en ligne via une plateforme comme Zoom. Ou est-ce que vous pouvez juste placer votre ordinateur au sol pour que vous puissiez être filmé pendant que, par exemple, vous faites une séance de yoga. Puis, bien, soudainement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes 10 partenaires d'entraînement, mais là, je fais du yoga avec mes 10 partenaires d'entraînement dans mon salon. Donc, ça peut être une très belle stratégie à adopter. Puis, après des entraînements, bien, c'est facile aussi de faire des débriefs avec son coach à distance, comme ça, un peu comme si Félix était mon entraîneur, puis on faisait un débrief vidéo de cette façon. Puis, il existe beaucoup de plateformes que vous pouvez utiliser pour vous lancer des défis en groupe. Puis là, l'idée qui me vient à l'esprit, c'est Strava pour les coureurs d'endurance. Avec Strava, vous pouvez vous créer des groupes ensemble, puis vous lancer des défis, puis voir un peu un suivi de la progression de ces défis pour chacun. Puis ça peut venir un peu combler ce besoin social. Puis finalement, une fois que cette soif sociale elle est satisfaite, là, on parlait que la dernière composante de la question de Félix, c'était que ça devient si difficile de s'entraîner seul. Bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est que vous pouvez penser aux 3 stratégies qu'on a abordées plus haut. Puis si, mettons, je me concentre notamment sur le fait de se fixer des objectifs de processus, c'est beau d'avoir un objectif. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour renforcer le tout? C'est de vous faire un plan avec des actions précises qui vont vous aider à réaliser cet objectif. Et aussi d'aller identifier les obstacles potentiels qui pourraient vous freiner dans la réalisation de l'objectif, en plus d'identifier les stratégies que vous pourriez utiliser si jamais ces obstacles surviennent. Et une fois que vous avez fait ce travail-là,
ça devient facile. Parce que là, de un, votre besoin, qui est la connexion humaine, l'appartenance sociale, elle est comblée. Il est comblé, pardon. Puis ben, après ça, vous avez un but, un plan, puis vous avez un peu un plan de contingence. Si jamais il arrive certaines choses, vous savez quoi faire dans ce genre de scénario. Donc ça serait une réponse quand même étoffée là, à la question de Félix. Super, merci pour ta réponse. Puis ce que j'aime, c'est que ça met en lumière que dans les circonstances, on est relativement chanceux d'avoir plusieurs outils. Tu sais, si cette pandémie-là avait eu lieu, ne serait-ce qu'il y a 20 ans, ben, tout ce qui est l'aspect médias sociaux pour communiquer, l'aspect vidéoconférence n'était pas aussi développé que maintenant. Donc, profitons du fait qu'on a quand même des outils pour rester en contact avec nos amis, nos partenaires d'entraînement, nos coachs, les gens qui nous sont chers, pour venir un peu diminuer l'impact négatif du fait qu'on a à être isolé. Donc, merci pour cette réponse-là. Ma deuxième question vient en lien avec quelque chose que j'ai observé chez plusieurs athlètes avec qui j'encadre. On voit, sachant qu'on vit une période difficile, la motivation varier d'une semaine à l'autre. Par exemple, on peut avoir des athlètes qui, les premières semaines, étaient motivés à continuer de s'entraîner, disaient, bon, je vais avoir plus de temps libre, je vais être capable de bien m'entraîner, je vais en profiter de cette période-là. Par contre, après 2, 3, 4, 5 semaines, on voit la motivation diminuer, ils sont un peu dans un creux, le fait qu'il n'y ait pas de compétition à court terme, les gens s'ennuient. Parfois, bon, ben, la motivation remonte à l'occasion. Donc, on voit que ce n'est pas tout le monde qui a une motivation qui est constante, puis je pense que c'est normal dans le contexte qu'on vit. Mais quel conseil est-ce que tu pourrais donner aux athlètes pour éviter qu'il y ait trop de variations d'une semaine à l'autre, d'une journée à l'autre? Bien, tout d'abord, je pense que la façon que tu as fini ta question, elle est excellente. Félix a mentionné c'est normal. Je pense que c'est normal. Bien, ça l'est normal. On n'est pas des robots, l'être humain, bien évidemment. C'est normal d'avoir des fluctuations tant au niveau des émotions, des pensées, de la motivation. Je pense que de un, juste de reconnaître que c'est correct d'avoir des fluctuations de motivation, ça, c'est déjà un très gros pas parce que plusieurs personnes vont comme se sentir mal et s'apitoyer un peu ou comme, pardon, c'est pas le bon terme, mais vont comme un peu être fâchées et se battre elles-mêmes par rapport à ça. Puis ça peut avoir un effet encore plus négatif sur la situation. Donc, je pense de juste se reconnaître que ça fait partie de l'expérience humaine, d'avoir des fluctuations, c'est déjà un très gros pas. Puis, mais sinon, on a commencé en parlant que la motivation, c'était quelque chose qui était vivant pour faire un lien avec tout ça. C'est comme un feu. Donc, moi, qu'est-ce que je vous invite? Si on veut essayer de maximiser l'intensité de notre feu, bien, c'est important de l'alimenter quotidiennement, hebdomadairement, de façon délibérée. Puis ça, en ce moment, vous avez 3 stratégies concrètes que je vous ai présentées, de reconnecter avec votre pourquoi, d'agir selon vos valeurs, puis de vous fixer des objectifs de processus tout en parlant avec les autres et les célébrer. Donc, je sais que ça va être une réponse courte peut-être à la question de Félix, mais vraiment, comme c'est vous qui êtes maître de cette fluctuation. Et vous avez simplement, là je dis simplement entre guillemets parce que peut-être pour certains, vous vous dites, ouais, c'est pas si simple que ça. Je suis d'accord avec vous. La préparation mentale, c'est pas quelque chose qui est magique. C'est un peu comme la préparation physique. On ne devient pas plus puissant ou plus fort après un entraînement de muscu. Donc, ça, je suis pas mal certain que vous pouvez voir le lien que je suis en train de faire ici. Donc, peut-être que là, ça paraît comme, OK, ouais, Jonathan, il me donne des stratégies, puis je ne suis pas trop sûr de voir comment je peux utiliser ça. Je vous lance le défi d'essayer de l'appliquer de façon délibérée, puis de vous laisser du temps aussi pour voir l'impact que ça va avoir sur vous. Donc, juste peut-être pour faire un résumé de ma réponse, là, de reconnaître que c'est normal d'avoir une fluctuation de motivation, puis d'après ça, juste d'utiliser des stratégies de façon délibérée pour alimenter son feu. Super, merci pour ta réponse. J'aimerais qu'on parle un petit peu des compétitions. Il y a plusieurs athlètes que ce qui les motive, ce qui les drive à s'entraîner fort, c'est d'avoir des objectifs de performance. Donc, les gens veulent améliorer leur record personnel, veulent obtenir des bons résultats dans les championnats provinciaux, nationaux, se qualifier sur des équipes nationales. Puis là, on voit qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se trouvent un petit peu perdus de par le fait qu'il n'y a pas de compétition dans les prochaines semaines, prochains mois. Puis ça vient affecter négativement leur motivation à s'entraîner sur une base régulière. Donc, quel conseil est-ce qu'on peut donner aux athlètes qui s'ennuient de ne pas avoir de compétition, puis qui sentent qu'ils sont moins motivés en fonction de l'absence de compétition? Donc, c'est plate qu'on ne soit pas en personne, parce qu'il y aurait eu bien des questions que j'aurais aimé poser à tout le monde là, qui est en ligne en ce moment. C'est plate aussi parce que je ne vois pas vos visages, puis en tout cas, on ne peut pas tant discuter. Puis là, on dirait que je me sens mal des fois de juste donner de l'information comme ça, mais une question que je vous invite à vous poser, puis je vous l'aurais posée si on se serait vu en personne, c'est quoi les besoins que la compétition vient combler chez vous?
Pourquoi est-ce que la compétition a un impact aussi important au niveau de votre motivation? Donc, devant vous demander la question, c'est quoi les besoins que les compétitions viennent combler chez moi? Pourquoi est-ce que ça vous drive autant? Puis, une fois qu'on est capable de mettre ça sur papier, bien, de se demander après ça, parce que bien évidemment, il n'y aura pas de compétition de sitôt, mais de se demander comment est-ce que vous pouvez générer des expériences ou des situations qui vous permettraient de venir combler ces besoins. Donc là, je vais juste peut-être résumer les deux affaires que je viens de dire parce que là, peut-être ça paraît deep pour certains. Donc, la première chose, ça serait de se demander c'est quoi les besoins que les compétitions viennent combler chez vous. Pourquoi est-ce que vous, là, ça vous drive autant compétitionner? D'identifier ça sur papier concrètement. Puis, une fois que ça c'est fait, de réfléchir à comment est-ce que vous, dans les circonstances actuelles, en temps de pandémie, où est-ce que, on sait, les pistes d'athlétisme sont fermées, il y a beaucoup d'affaires de fermées, il y a plein de contraintes, mais comment est-ce que vous, avec le contrôle que vous avez, comment est-ce que vous pouvez générer des expériences, des situations qui pourraient venir combler ces besoins? Puis là, des exemples que je vais mentionner comme ça, qui me viennent aussi un peu à l'esprit. Puis là, je m'excuse en passant pour les lanceurs et les autres épreuves, mais je suis un ancien de coureur d'endurance. Puis là, il y a beaucoup d'exemples qui viennent qui sont liés à l'endurance, mais je vais aussi donner des exemples pour les autres groupes d'épreuves. Par exemple, tantôt, je parlais de compétition, des défis virtuels. Donc, dernièrement, il y a même, là, j'ai oublié c'est dans quel pays, à Oslo, je pense, en Norvège. Félix, ça se peut-tu, ça? Oui. En Norvège, ils vont faire une compétition virtuelle où est-ce que, par exemple, Mondo Duplantis va sauter contre Renaud Lavillenie au saut à la perche, mais les deux ne vont pas être présents dans le même environnement. Chacun va être dans leur propre environnement, mais ils vont quand même compétitionner l'un contre l'autre de façon virtuelle. Donc, vous pourriez essayer, par exemple, de simuler une compétition ou comme des... Je sais que là, on n'a pas accès à une piste, bien évidemment, encore une fois, donc peut-être même des concours avec de la préparation physique, où est-ce que vous pouvez chacun ouvrir votre ordinateur, votre iPad, iPhone, etc., puis vous filmer en train de faire certains types de défis. Sinon, il y a beaucoup de coureurs en ce moment qui font des time trials. Puis, pour ceux qui sont sur Strava, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui chassent les segments Strava en ce moment. Donc, ça, c'est un autre genre d'activité que vous pouvez commencer à prendre goût, ou est-ce que vous pouvez essayer de faire le meilleur temps pour un segment qui est proche de chez vous. Puis ça pourrait venir potentiellement combler cette soif, si on veut, que vous avez. Donc, je vous invite à être créatif à travers ça. Puis, qu'est-ce qui est intéressant en ce moment, c'est que la pandémie, elle est venue un peu, comment je pourrais dire ça, ralentir le temps, si je peux m'exprimer ici. Puis ça a permis de créer de l'espace. Puis pourquoi je dis ça, c'est que notre quotidien a été chamboulé. Il y a beaucoup d'activités qui ont été annulées. Maintenant, on passe beaucoup de temps à la maison. Pour certains, on a beaucoup plus de temps devant nous. Peut-être pour d'autres qui travaillent dans le milieu de la santé, c'est complètement le contraire, puis on est excessivement débordé. Mais les deux ingrédients clés à l'innovation, c'est le temps et l'espace. Le temps et l'espace sont les ingrédients clés de l'innovation. Puis en ce moment, vous avez ces deux ingrédients qui sont mis sur la table. Donc, vous avez le pouvoir d'innover. Donc, de voir comment est-ce que moi, je peux combler ces besoins que la compétition m'amène avec ce que je peux faire, bien évidemment, malgré les contraintes. Puis peut-être pour faire un lien un peu avec les objectifs de processus, en ce moment, comme je le disais, c'est une belle fenêtre d'opportunité pour vous de travailler sur des choses que vous vous dites, hey, un jour, là, quand j'aurai le temps, je devrais commencer à travailler là-dessus. Ça pourrait avoir un bel impact dans ma performance au bout du compte. Cette chose-là auquel vous faites référence, c'est maintenant. Parce qu'après ça, une fois que les choses vont reprendre, une fois que les compétitions vont reprendre, on va retourner dans un rythme de vie qui est très effréné, puis ça va être plus difficile de créer de l'espace pour ces éléments-là. Donc, ça résumerait peut-être un peu ma réponse pour Félix. Donc, peut-être pour la résumer, là, parce que là, je parle beaucoup, je réalise, d'identifier c'est quoi les besoins que la compétition vient combler chez vous. Puis après ça, de voir comment est-ce que vous pouvez créer des situations, des expériences qui pourraient venir satisfaire ces besoins-là. Puis des exemples que j'ai donnés, c'était des défis, on va dire, virtuels. Ça peut être, par exemple, avec Strava, d'aller chasser des segments, de faire des time trials. Ça peut être littéralement comme n'importe quoi. C'est vous qui êtes les maîtres de tout ceci. Parfait. Merci pour ta réponse. Prochain thème que j'aimerais aborder avec toi. Il y a quand même du positif dans la situation actuelle, puis on voit que certains athlètes s'adaptent bien à leur nouvelle routine, ne serait-ce que d'avoir plus de temps pour eux, puis d'inclure le temps qu'ils ont disponible
pour en faire une meilleure routine d'entraînement. Bon, c'est peut-être surtout dans les épreuves d'endurance parce que c'est peut-être les gens qui peuvent réaliser un programme d'entraînement qui se rapproche le plus de ce qu'ils font normalement présentement en courant à l'extérieur. Mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune que présentement, ça va super bien son entraînement, il fait ses séances, il aime faire un volume de course à pied en courant à l'extérieur, il est motivé, il a envie de continuer, puis ça se passe bien, un bon niveau de forme. Comment une personne pourra faire la transition lors du retour à la normale pour continuer de bâtir ce bon momentum-là pour ceux et celles pour qui ça va bien l'entraînement présentement? Mm-hmm. Donc, comme je le mentionnais un peu tantôt, la mémoire, ben, malheureusement pour nous, on peut oublier des choses. Puis, des fois, ben, on peut oublier tout ce beau travail qu'on a fait. Mettons, si je vous dirais dans 4 mois, est-ce que vous pensez vous souvenir peut-être de toutes les belles choses, tous les petits détails que vous avez mis en place pendant la pandémie? Peut-être que non. Peut-être que vous allez dire, ah ouais, je me souviens que j'ai quand même fait comme le 3/4 des entraînements que mon coach m'envoyait, etc. Mais tous les petits détails que vous avez mis en place, ça se peut qu'on les oublie. Donc, à la question de Félix, ce que j'ai le goût de répondre, c'est de garder trace de tout ceci. Soit ça peut être en commençant comme un logbook, en partant un espèce de journal où est-ce que vous prenez note de tous les petits pas que vous faites dans cette aventure. Parce que pour atteindre un objectif de résultat, puis pour faire un retour là-dessus, là, ce qui est associé à des sélections, des médailles, des podiums, etc., ça ne se fait pas en claquant des doigts, comme vous le savez. Donc, c'est une aventure. Une aventure où est-ce que vous allez apposer plusieurs pas au sol. Puis, ça commence aujourd'hui, cette aventure. Donc, de juste faire une espèce de recension de tout ce que vous faites pour que dans 2, 3, 4, 5 mois, vous puissiez aller tout relire ça puis voir à quel point vous avez fait du bon travail, puis à quel point vos briques Lego vous avez positionnées au sol, vous les avez positionnées avec attention, avec qualité. Et ça vous permet de bâtir la performance que vous désirez. Parce que si moi, mettons, je veux construire un château, mais que mes briques Lego, je les place n'importe comment, puis je ne regarde même pas quand je les place, bien, ça se peut que je me ramasse à construire un garage. On s'entend qu'un garage et un château, c'est pas mal différent. Donc, vous avez une vision en tête de où est-ce que vous voulez vous rendre avec l'athlétisme. Les sélections olympiques ont quand même lieu l'année prochaine. Donc, pour ceux qui avaient des objectifs liés aux sélections olympiques, ça a toujours lieu, cette aventure-là. Donc, de juste voir, sachant que je veux me rendre là, si mettons, on fait un retour à l'arrière, qu'est-ce que ça prend pour se rendre à cet objectif de résultat-là? Ça, c'est tous des objectifs de processus. Donc, de faire, comme j'ai dit, un suivi. Mais aussi, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que à la fin de tout ça, vous allez pouvoir faire une liste je sais que. Donc, ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup avec les athlètes au niveau de la confiance. Une liste je sais que, c'est une liste où est-ce que littéralement, vous faites une liste de toutes les choses que vous savez par rapport à vous sur différentes composantes. Puis ces différentes composantes-là, c'est ce que vous savez par rapport à vos habiletés et à vos connaissances. Donc, à travers la pandémie, vous allez apprendre des choses, vous allez développer des habiletés. Donc, ça, vous allez pouvoir prendre des notes sur ça. Ce que vous savez par rapport à votre soutien social, c'est aussi une autre facette qui est importante à prendre des notes dessus. Puis par la suite, bien, la préparation. Donc, en ce moment, comme je le disais, c'est le moment idéal pour se concentrer sur les petits détails, les choses qu'on ne prend peut-être pas le temps des fois de faire parce qu'on vit dans un rythme de vie trop effréné. Sinon, liste je sais que par rapport à l'adversité que vous avez vécue. Parce qu'on s'entend qu'en ce moment, c'est une situation qui n'est pas facile. Il y en a peut-être certains qui ont des proches qui sont malades en ce moment, puis où leur vie peut-être même est en péril. Peut-être que vous vivez des difficultés financières liées à l'emploi, etc. Donc, on est tous dans un bateau d'adversité. Puis ce bateau d'adversité peut vous propulser vers d'autres niveaux si vous êtes en mode construction et en mode, je dirais, de croissance. Parce que l'adversité, c'est... Oh, vas-y, Félix. Non, ben, je trouve ça super intéressant. Puis peut-être pour faire le lien avec ta réponse, je pense qu'il y a des choses qu'on peut développer présentement chez les athlètes. On parle de résilience, de capacité d'adaptation. Donc, de par le fait qu'on vit une situation qui est difficile, de par le fait qu'on vit une situation qu'on n'a jamais vécue dans le passé, donc c'est nouveau pour tout le monde d'avoir à faire face à cette pandémie-là, ben, il faut être capable de s'adapter, il faut être capable de rebondir, puis de continuer à s'entraîner quand même, de continuer notre vie au quotidien quand même. Puis je pense que ces habiletés-là qu'on n'a pas vraiment le choix de développer présentement, ben, ils vont pouvoir nous servir par la suite aussi lors du retour à la normale. Oui, exact. Puis, une autre idée qui m'est venue à l'esprit pendant que tu parlais, c'est même en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur toutes les choses qu'ils n'ont plus ou qu'ils n'ont pas. Ah, je peux plus faire ça. Ah, je peux plus faire ci. Ah, je peux plus faire ça.
bien, à la place de faire ça, pourquoi pas se concentrer sur toutes les choses que vous pouvez faire? Parce qu'il y en a bien des choses que vous pouvez faire en ce moment. Donc, ça, c'est un petit déclic vraiment vite qui peut être fait puis qui peut avoir un impact complètement débile là, sur la suite des choses, sur les prochaines semaines que vous allez vivre. Donc, ça résume pas mal ma réponse pour la question de Félix. Super, excellent, merci beaucoup. Peut-être un petit rappel là, aux gens qui sont à l'écoute, ce serait un bon moment pour poser vos questions là, dans la conversation qui est à la droite de votre écran. Donc, on attend vos questions, n'hésitez pas à le faire. Puis, un thème qu'on peut peut-être discuter un petit peu avant de recevoir des questions, c'est qu'on veut éviter autant pour les athlètes que pour les coachs d'avoir des regrets lors du retour à la normale. Hein. Si dans 2, 3, 4, 5 mois, on revient une situation, on a des entraînements en groupe, on a des compétitions, puis que là, on se retrouve dans une situation où l'athlète se dit ah, j'aurais dû m'entraîner mieux que ça, j'aurais dû garder un meilleur suivi avec mon coach, ou l'entraîneur va dire ah, ben, j'aurais dû envoyer des plans d'entraînement adaptés à la situation à mes athlètes parce que là, on se retrouve dans une situation où c'est difficile de revenir à un bon niveau de performance. Donc, peut-être se projeter dans le temps et dire qu'on ne voudra pas avoir de regrets quand on va revivre quelque chose qui se rapproche de la normale, de ce qu'on avait d'habitude. Mmh. Excellent. Donc, n'hésitez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, à poser vos questions. S'il n'y a pas de questions à court terme, est-ce que Jonathan, tu aurais peut-être un petit résumé là, à faire ou un autre thème que tu voudrais aborder avant qu'on conclue la rencontre d'aujourd'hui? Ben, tout d'abord, là, je viens de commencer à voir les messages, puis je me suis rendu compte que vous n'avez pas vu la vidéo tantôt, je m'excuse pour ça. Je pensais que j'avais bien partagé mon écran. Vous avez entendu le son, par contre? Oui, OK. Je m'excuse tout le monde pour ce petit léger détail technique. Mais sinon, tu sais, moi, je vous invite à... On peut encore essayer de voir s'il y a des questions qui vont paraître, mais soyez pas gênés, là. Osez poser des questions, puis on est tous ici pour comme s'entraider d'une certaine façon là, à mieux naviguer la situation. C'est comme on en a parlé, c'est pas une situation qui est facile. Puis, qu'est-ce qui est le fun, par contre, c'est qu'on a beaucoup de pouvoir sur comment on perçoit le tout, comment on réagit à celle-ci. Puis, c'est vraiment comme un bon moment. Puis moi, je veux juste marteler encore ce message-là, j'ai le goût, là, mais comme en ce moment, vous avez le temps et l'espace pour innover. Donc, je vous lance le défi d'innover, de construire. Vous êtes en mode, en fait, je vous lance le défi d'être en mode construction, de mettre votre chapeau de construction puis de voir, OK, là, mettons, j'ai tel objectif dans 1 an pour la compétition estivale de l'année prochaine. Qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va m'aider dans cette aventure, dans cette direction? Puis, je pense aussi que par rapport à la discussion qu'on a eue, c'est important de... Je pense que comme une réalisation peut-être que les gens font en ce moment, c'est à quel point euh, le processus, c'est important. Puis à quel point le moment présent, c'est important. Puis l'impact que ça peut avoir à long terme si on fait avec soin et qualité les choses qu'on peut faire aujourd'hui quand on pense à nos objectifs futurs. Puis je ne sais pas, pour certains, puis là encore, j'aurais aimé ça qu'on puisse être en personne, comme ça j'aurais pu vous poser des questions en direct. Là. Mais je vous invite aussi à essayer de peut-être que vous démontrez déjà de la gratitude, mais essayez de voir c'est quoi les choses pour lesquelles vous démontrez de la gratitude pendant cette situation. C'est quoi les choses que... Oh, OK. Donc, c'est quoi les choses auxquelles un peu vous êtes heureux de pouvoir vivre malgré la situation? Puis ça, c'est quelque chose qui peut être important pour ceux qui font, Félix, Antoine, on parlait de la course, là, de courir en nature avec la beauté de la nature, la belle température qu'on connaît. Ça, c'est toutes des choses pour lesquelles on peut montrer de la gratitude. Puis ça peut avoir un bel impact aussi sur notre humeur à travers cette expérience. Super, excellent. Ben, si on n'a pas de questions, on va terminer dans les prochaines minutes, mais je remercie Jonathan de s'être prêté à l'exercice. Je mets un petit peu au défi les athlètes puis les coachs qui étaient à l'écoute de pouvoir se faire un petit résumé avec peut-être 2 ou 3 éléments clés qui vont essayer de mettre en place suite à la présentation d'aujourd'hui. Je vous félicite aussi d'avoir pris la dernière heure là, pour assister à la rencontre. Comme on a dit, on a tous un petit peu plus de temps pour la plupart qu'à l'habitude. Donc, c'est le temps de se poser des questions, de voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme formation, comme athlète, comme coach, comme ressources pour nous aider.
Puis je pense que le message clé qu'on a lancé qu'il ne faudrait pas oublier, ou du moins de mon point de vue, c'est de garder un bon lien avec nos amis, nos partenaires d'entraînement, nos coachs, de ne pas hésiter de dire comment on se sent, de demander de l'aide. On vit toute une situation qui est nouvelle, qu'on n'a pas l'habitude, puis on apprend au jour le jour. Puis je pense que c'est en partageant ce qu'on fait de bien avec les gens qui nous entourent qu'on va réussir à passer au travers de ce défi-là. Puis c'est une bonne première étape là, que d'aller chercher de l'aide en écoutant la conférence d'aujourd'hui, puis continuer sur cette voie-là. Puis n'hésitez pas à garder contact avec vos partenaires d'entraînement et entraîneurs. Mm-hmm. Donc, on va conclure la conférence. On vous remercie tous d'avoir été présents, puis au plaisir. Merci beaucoup tout le monde. Puis bon succès avec la suite.